Bonjour et bienvenue ici donc sur la péniche L'Aléa. Donc nous sommes ici à Wambrechy pour fêter aujourd'hui la journée mondiale de l'eau qui se fête chaque année le 22 mars par les Nations Unies. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir toute une série d'experts qui vont aborder avec nous la question de la biodiversité mais également d'autres thématiques pour justement mettre le focus au sein de notre Eurométropole sur l'eau. Je passe donc la parole ici à Katrien. Merci. Welkom op onze jaarlijkse ontmoeting in het Blauwe Park van de Eurometropool. Wij bevinden ons op de Deulen. Het Blauwe Park is ons grote verbindende project waarbij water centraal staat. Water is de motor voor ons grensoverschrijdend leefgebied. En vandaag bespreken wij graag diverse thema's met een aantal experten voor u. Nous allons tout de suite partir à la découverte effectivement de la biodiversité au sein de l'Eurométropole avec Benoît Gauquier qui est donc chargé de mission au sein donc, du parc naturel des Plaines de l'Escaut. Et donc voilà, bonne découverte. Un territoire de parc, ce n'est pas une réserve naturelle, c'est bien un territoire sur lequel il y a des activités humaines qui peuvent avoir éventuellement un impact sur les milieux naturels. Et donc le rôle, en tout cas, de la mission ici au parc naturel, c'est de mettre un peu en corrélation les intérêts socio-économiques, mais aussi la gestion durable de ces milieux naturels. Ce n'est pas toujours évident puisque évidemment l'impact et la pression est importante sur le territoire en termes d'urbanisation, en termes de différents projets et d'activités économiques. Et donc il faut pouvoir à chaque fois bien concilier ces intérêts-là avec ceux de la biodiversité. Voilà, donc ici on est sur une parcelle d'1 hectare, donc qui appartient à un propriétaire forestier privé et qui a adhéré en fait à un autre projet, puisqu'ici il avait une peuplerée qui vient d'être récoltée. Et sur cette parcelle, nous lui avons demandé d'avoir en tout cas un projet qui vise à naturaliser davantage la parcelle, à la diversifier, avec une replantation plus raisonnée, qui puisse être aussi plus résiliente, puisqu'on lui a proposé différentes essences de bois à planter par placeau, comme on peut le voir ici sur la parcelle, mais également de pouvoir réserver la partie la plus humide de la parcelle à une zone plus ouverte, qui sera beaucoup plus fleurie et qui permettra aussi à un milieu caractéristique du parc naturel européen, qu'est la mégaphorbier, donc cette formation herbacée haute à fleurs, de milieu humide, de pouvoir se développer. On voit déjà ici sur la parcelle, voilà les premiers plantules, les germinations qui commencent à se développer. Et cela aussi avec différents éléments qu'on a pu mettre en valeur, à savoir des fossés, pour certains ont été évasés. Et donc on a effectivement mis un seuil à proprement parler dans le fossé pour permettre à l'eau de pouvoir être retenue sur ces évasements et de permettre ainsi d'avoir des mares qui se créent presque naturellement et qui seront très vite occupées par la grenouille rousse, le crapaud commun et tout un cortège également de libellules et demoiselles. Voilà, donc ici on est sur une autre partie du site qui a été gérée il y a maintenant 6 ans et où la nature a vraiment bien répondu puisque autour de ces 4 mares qui ont été creusées ici, eh bien on a de la jonchée, on a de la mégaphorbier, dans les fossés les iris se sont bien développés grâce aussi à l'éclairement puisqu'on a déboisé une bonne partie de la parcelle pour amener un maximum de lumière. Et la lumière et l'eau ont contribué clairement à bien diversifier cette parcelle. Voilà, et donc la gestion ici consiste principalement à contrôler les ligneux, donc tous les boisements spontanés qui ont tendance évidemment à coloniser ces mares, mais aussi évidemment à faucher la strate herbacée pour pouvoir effectivement limiter un maximum l'enrichissement en matière organique. Donc en fait on est passé effectivement ici d'une parcelle qui était vouée principalement à la production de bois, donc du peuplier, de la monoculture,
Mais une monoculture qui, au final, maintenant, avec le réchauffement climatique, avec les épisodes de canicule, de sécheresse qu'on connaît, a de plus en plus de mal à durer dans le temps. Et donc, on a des maladies cryptogamiques aussi qui se sont développées, donc des champignons, notamment sur les peupliers. Et maintenant, beaucoup de propriétaires privés commencent à réfléchir à des forêts, des boisements plus résilients. Plus le boisement est diversifié, plus il pourra résister à toutes ces contraintes, toutes ces menaces, et notamment qui nous viennent du réchauffement climatique. Les sécheresses, le stress hydrique est vraiment un élément très très important et un facteur limitant en tout cas pour le bon développement des boisements ici dans la région. La possibilité de pouvoir garder l'eau sur la parcelle est importante, alors que durant ces dernières décennies, l'homme n'a eu de cesse de pouvoir drainer, de pouvoir évacuer l'eau le plus vite possible et en plus grosse quantité. Ici, aujourd'hui, on réfléchit vraiment à l'inverse, en se disant que l'eau est un élément indispensable au bon développement, en tout cas, des boisements sur le territoire. Een heel mooi project dat dient als inleiding voor ons eerste thema, biodiversiteit. Et pour vous en parler, nous accueillons donc deux experts de cette biodiversité ici sur cette péniche de l'Aléa à Wombrechy. Sarah Van de Waal, bonjour, Bonjour. donc chargée de projet au contrat Rivière Escolis. C'est bien ça. Et Stéphane Vereux, goedemiddag. Goedemiddag. Stéphane, donc coordinateur chargé de projet donc à Leidal sur toutes les questions relatives à la nature et l'environnement. Bienvenue. Merci. Dag Stefan, al sinds jaar en dag betrokken bij het Blauwe Park, ook bij Blue Walks en andere diverse projecten van de Eurometropool. In de video zagen we hoe je biodiversiteit binnenbrengt in een bos. Wat is het belang hiervan voor een duurzame toekomst? Biodiversiteit is heel belangrijk, een van de sleutelelementen voor een duurzame toekomst en voor het voortbestaan van onze blauwe planeet. Niet alleen omdat wij als mens eigenlijk deel zijn van de biodiversiteit, maar ook Hans ons maatschappelijk en economisch systeem er in belangrijke mate van afhangt. Er is gebleken uit studies dat de biodiversiteit heel sterk onder druk staat, dat er heel veel populatiessoorten en habitats afnemen en dat is belangrijk om daar een beleid rond te voeren om dat tegen te gaan. En dit is het kader zoals geschetst in de Europese biodiversiteitsstrategie 2030 om verder biodiversiteitsverliezen tegen te gaan, om natuur en biodiversiteit te herstellen op een aantal strategische krachtlijnen. En het is belangrijk dat de lidstaten dat nu ook gaan opnemen en een eigen lokaal beleid gaan incorporeren. Concreet, wat betekent dit voor ons Blauwe Park van de Eurometropool? De verdere uitbouw van de blauw-groene netwerken en het in stand houden en beheren van de biotopen? Voor het Blauwe Park is dat een belangrijk element, omdat het naam zegt het zelf, het Blauwe Park accentueert zich op dus de beken, de rivieren en dus dit zijn vaak ook hotspots van de biodiversiteit, samen met dus de bossen, omdat water is natuurlijk een levensnoodzakelijke voorwaarde voor biodiversiteit en daar vinden we heel wat soorten heel specifiek gebonden aan dat water. Het is ook gebleken dat heel veel van onze wetlands, zoals mensen dat noemen, dat die verdwenen zijn en dat ook heel typische soorten daar het heel moeilijk hebben en toch wel een duwtje in dus de rug gaan verdienen. En dat dan ook wel op die biotopen gewerkt wordt en dat ook daar gewerkt wordt rond kwaliteit van water, luchtkwaliteit, zodanig dat bijvoorbeeld ook de vissen opnieuw weer de rivieren kunnen heroveren. En hoe zit het juist met het maatschappelijk draagvlak hier rond tegenwoordig? Het draagvlak is groeiende. Ook de voorbije COVID-crisis heeft dat toch wel een stuk aangetoond, dat de mensen de buitenlucht en ook de natuur een stuk herontdekken, terug weer meer gaan wandelen, gaan fietsen en de omgeving appreciëren. En dus het leven, de biodiversiteit, de natuur is daar een belangrijk onderdeel van. En dat maakt dan ook wel dat daar ook bij de lokale besturen daar dan ook wel meer gehoor is om daar heel specifiek op te werken. En om maar één voorbeeld te geven, de Blue Walks wandelingen die door de Eurometropool georganiseerd worden, daarvan zijn er ook heel specifiek gefocust om de mensen met de natuur kennis te laten maken, ook grensoverschrijdend. En dat is toch wel een heel succesrijk verhaal, dat we hopen daarop verder te kunnen gaan. Sarah, je me retourne vers vous maintenant. Donc on l'a vu, donc durant cette crise Covid, nous avons retrouvé finalement un peu cette proximité et donc finalement cette redécouverte, cette observation un peu de la biodiversité. On peut voir ici d'ailleurs dans le cadre qui nous entoure, à savoir la biodiversité de la faune et de la flore. Quelle est pour vous en tout cas l'importance de traiter ce sujet-là au niveau de la proximité, mais également au niveau franco-belge ?
Tout à fait. Alors l'eau n'a pas de frontières et l'ESCO traverse les pays différents aussi. Donc nous, on s'attache à cette biodiversité, qu'elle soit en France ou en Belgique. On travaille avec énormément de partenaires français aussi, la Maison de l'eau de la pêche de Roubaix par exemple, et aussi le syndicat mixte de l'ESCO, qui est nos partenaires principaux en France. Alors concrètement, dites-moi Sarah, quel est votre métier au quotidien? Quel est finalement le rôle de ce contrat Rivière Escolis pour justement toute cette question de biodiversité et de cette proximité vers la faune et la flore? Alors notre premier rôle principal, c'est de dresser un diagnostic de nos cours d'eau. Donc on fait l'inventaire, c'est un territoire sous-prospecté et aussi très industrialisé. Donc on remarque aussi que les industries permettent d'avoir énormément de biodiversité en leur sein, même si elles sont encore en activité, comme l'entreprise Cosucra ou encore la briqueterie de Ploegstert. Très bien, donc vous travaillez donc effectivement avec ce qu'on appelle les forces vives du territoire, mais que de l'implication un peu des autorités locales. Je pense notamment que ce soit donc aux villes, aux communes, donc de la Wallonie-Picardie, ici, territoire que vous couvrez, mais également aussi de l'implication citoyenne. Alors d'un point de vue politique, nous avons 14 communes qui adhèrent au contrat Rivière et donc ils sont aussi des leviers pour pouvoir faire des projets dans leur commune évidemment pour la biodiversité. Pour les citoyens, on essaye vraiment de faire des stands, des balades, des visites guidées pour pouvoir justement remettre du lien entre les citoyens et leurs cours d'eau. Ah ben, et ça fonctionne d'ailleurs, ce lien avec les citoyens? Ça fonctionne plutôt bien, ils le redécouvrent. Oui. Comme on disait tantôt, avec la crise Covid, effectivement, ils sont beaucoup plus retournés à l'extérieur pour découvrir leur nature et profiter de l'air frais. Voilà, donc vous l'avez vu, donc la biodiversité, ce n'est pas qu'une question de grands projets, de grandes stratégies au niveau mondial, mais c'est bien évidemment de la proximité, que ce soit au travers donc, de l'échelle locale, mais aussi de l'échelle européenne, que ce soit avec des entreprises, avec des citoyens, mais également aussi avec les autorités locales. Donc vous voyez un peu toute la diversité que peut représenter donc, cette biodiversité. Arno Poet neemt ons mee naar Commune France langs de Leie, waar het Interreg-project Vallis de laatste jaren werk maakt van het aantrekkelijker maken van de Leie-vallei. Geniet mee. Aujourd'hui, nous nous situons sur la commune de Comines, qui fait partie du Laïeulet-Vallée Parc de la Lys, où nous avons aménagé un site dans le cadre du projet Interreg Vallis. Et je vous propose de me suivre pour faire la visite. Alors ce site, c'est une parcelle d'à peu près 1,5 hectare. C'était un ancien étang de pêche sur le secteur qu'on appelle zone de la briqueterie. En fait, c'est un site qui a été créé totalement par l'homme et entre-temps, il a été abandonné. Et du coup, le milieu s'est totalement refermé et c'est un milieu, par rapport à sa situation, très intéressant pour développer de la nature, mais également l'ouvrir au public, parce qu'un des objectifs, on se situe juste à ma droite, il y a la Lys qui est on va dire le corridor écologique du territoire, et l'objectif c'est de pouvoir préserver des zones de nature pour étoffer la trame verte et bleue et donc la fonctionnalité écologique du site. Il est quelquefois plus intéressant d'intervenir en coupant les sols pour maintenir des milieux ouverts, des milieux en eau et avec la présence de fragmités, notamment pour la présence de tous les amphibiens. Ce site a pris trois choses en compte. C'est donc la situation géographique mais écologique du site, le fait de pouvoir l'ouvrir au public. Donc la difficulté sur le territoire, c'est de pouvoir préserver des milieux naturels mais tout en l'ouvrant au public et trouver ce juste équilibre entre l'accessibilité et la préservation des milieux naturels. Et en dernier lieu, un des enjeux, c'était de faire en sorte que le site soit un peu désenclavé et à terme de pouvoir innerver le quartier d'habitat qui se situe juste derrière pour que les gens puissent accéder aux différentes voies vertes du territoire du Laïeulet-Vallée de la Lys.
qu'au départ ici on avait des essences purement ornementales, des étuyas, tout ça, le milieu était totalement fermé. Un des objectifs a été de replanter aussi quelques arbres fruitiers pour le rôle nourricier, et puis à terme ce sera un espace en libre accès aux usagers où ils pourront cueillir les fruits que les arbres produiront. Et également, toujours dans l'intérêt de la biodiversité, on a réutilisé certains bois d'abattage pour faire des gîtes à faune où on a laissé du bois mort, où à terme on espère que les insectes, peut-être les hérissons, tout puissent trouver un refuge. Donc on a aussi réutilisé certains matériaux sur place pour toujours dans l'idée de favoriser un peu plus la biodiversité. Bon, ça paraît anecdotique, mais ça, peut-être qu'à terme ça fera beaucoup. Avant tout, l'enjeu est vraiment la préservation des milieux humides, des zones humides, notamment sur la vallée de la Lys. C'est l'enjeu écologique principal, c'est la préservation de ces reliquats de zones humides, voire les développer, surtout pour tous les rôles écosystémiques qu'elles peuvent nous rendre, lutte contre les inondations, épuration de l'eau, support de la biodiversité, mais également apporte un cadre de vie intéressant pour les habitants. Prenons exemple donc sur le reportage où Arnaud Pouette nous explique que les ruisseaux font effectivement les grandes rivières. Et donc nous allons voir ici avec nos deux invités que j'accueille actuellement la renaturalisation. Donc bonjour Yves Hubert, donc maître de conférence à l'ANSAP, donc qui est l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, mais également aussi architecte paysagiste à l'atelier Canva. Bonjour. Bonjour. Peter Tang, qui est effectivement urbaniste à la ville de Courtrai. Goedenamiddag, Peter. Dag Peter. Hallo. Welkom. Kortrijk wordt vaak aangehaald als een voorbeeld als het gaat over water. Hoe breng je water binnen in een verstedelijkt gebied? Vertel. We hebben natuurlijk een aantal gekende projecten, zoals de Leienwerken en dan ook Kortrijk-Weide, waar we heel hard inzetten op de rivier en water zichtbaar maken. En waar we proberen ook de link te maken met recreatie, met fietsers, met basket of met een skateball, om dat ook tot bij de mensen te brengen, eigenlijk dat water of die omgeving. Ja. Je haalde direct al een paar concrete projecten aan in de binnenstad van Kortrijk. Kortrijk staat ook heel gekend voor de vele bruggen, de verlaagde leienboorden. Ook daar breng je water en natuur samen binnen de stad. Daar brengen we zeker water bij de mensen en het is eigenlijk vooral van belang waar het heel wat jaren niet zichtbaar was, het water, waar het eigenlijk helemaal ingesnoerd was, om dat eigenlijk te maken dat de mensen het kunnen beleven, dat ze er kunnen naast zitten, dat daar een park bij is, dat daar een ruimte is om van te genieten en van het water te genieten. En als we dan verder kijken van waarom is het belangrijk om hierin te investeren als stad, hoe bouw je dit op? Het is uiteraard belangrijk om in te zetten op water, omdat het belangrijk is om klimaatdoelstellingen te realiseren, maar ook om te maken dat de waterhuishouding dat die ook goed zit op termijn. En daarom is het belangrijk niet alleen om op grote rivieren zoals de Leie te werken, maar ook op kleinere projecten of op kleinere beken acties te ondernemen. Dankjewel, Peter. Hubert, donc voilà, nous abordons effectivement la renaturalisation. Et donc pour vous, quelle est aussi l'importance de cette thématique? Parce que c'est vrai que ça peut être un thème qui n'est pas forcément usité par le commun des mortels, mais quelle est pour vous l'importance effectivement de retravailler cette dimension? Je pense que dans un territoire comme la vallée de la Lys, le nom l'indique, c'est une vallée. Et malheureusement, l'industrialisation, en tout cas ces 60 dernières années, on a plutôt effacé la Lys. Et donc la renaturation, pour moi, c'est représentatif d'un travail qu'on doit faire sur l'identité du territoire. C'est faire renaître ce territoire à partir de ses bases, de ses ressources et ses lots. Et quand vous dites effectivement les ressources, donc c'est de réinvestir finalement humainement ces espaces. Quels sont pour vous vraiment des projets emblématiques? Est-ce quels sont pour vous en tout cas les défis pour demain, notamment dans un contexte où effectivement le climat prend pas mal, d'aspects assez désastreux? Mais donc l'eau, c'est un défi immense parce que effectivement dans le cadre des changements climatiques,
l'eau a une vraie capacité de rendre des services écosystémiques, et tant sur la question de la régulation que sur la question culturelle. Et donc, oui, il faut... En fait, je pense que dans le reportage qu'on a vu avec Arnaud Poët, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on est dans des bras morts, on est vraiment dans le lit majeur, mais plutôt mineur de la Lys. Et donc, avec une corrélation entre développement urbain et développement renaturation. Mais je pense qu'on doit aller plus en profondeur dans le territoire, il faut remonter sur les plaines, il faut aller chercher la goutte d'eau. Parce que pour moi, l'enjeu majeur, c'est la qualité de l'eau. Et c'est de pouvoir aussi capitaliser sur l'eau, qui est une vraie ressource. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas l'enterrer, cette eau, il faut la laisser, il faut la prendre là où elle tombe et reconstruire le paysage à partir de l'eau. Et l'accompagner des corridors écologiques, des infrastructures vertes, et probablement de temps en temps l'accompagner également des infrastructures humaines, je dirais, donc pour la mobilité, pour les promenades, mais aussi pour le quotidien. En fait, je pense qu'on doit convoquer sur la vallée de la Lys un paysage de proximité. Donc vraiment cette dimension, ce trait d'union finalement entre la construction du territoire et la dimension humaine. Donc c'est ça que vous parlez, ce dialogue. Oui, l'eau est au centre de ça. Elle permet de nous relier, nous entre humains, oui. De comprendre que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants dans cette vallée et qu'il y a toute cette renaturation qui va amener évidemment le bénéfice de cela, c'est la biodiversité, c'est plus de nature et c'est, j'espère, aussi pouvoir connecter les plaines agricoles avec les fonds de vallée dans des enjeux climatiques très importants et peut-être même voir cet agriculteur qui peut évoluer et capitaliser sur tout ce que nous sommes occupés à faire sur la vallée de la Lys et cette renaturation. Merci à vous deux. Donc nous l'avons vu effectivement, l'eau comme trait d'union entre à la fois les humains du territoire et comme aussi enjeu effectivement de reconstruction du territoire, que ce soit sur des activités effectivement de loisirs ou d'aménagement du territoire. On voit que l'eau est finalement un élément de solidarité et on en a bien besoin après la période que nous avons vécue. Et donc maintenant nous passons directement à notre dernier sujet qui est effectivement la reconquête de l'eau. Donc ça effectivement on retrouve un écho avec ce qui vient d'être dit, avec notamment un reportage d'Ivo Terrens qui est ingénieur de projet à VMM, qui est un organisme environnemental flamand. We staan hier aan de poort van de Hippodroom in Waregem, dus waar de paardenrennen gebeuren. Dus hier springen de paarden al sinds 1850 over de Gaverbeek. Nu, sindsdien is er natuurlijk veel veranderd aan de waterlopen in Vlaanderen en springen de paarden manifest niet meer over de Gaverbeek als dusdanig. Maar de Gaverbeek ligt hier eigenlijk ingebuist ondergronds in een betonnen koker. En achter mij ziet u het kasteel. Daar ligt de Gaverbeek nog open en komt de Gaverbeek toe aan de Hippodroom. En hier ter plaatse gaan we in samenwerking met het bestuur van de Hippodroom en de stad Waregem de Gaverbeek in verschillende stukken terug openleggen. Over een kleine lengte hier van een 50-tal meter gaan we de Gaverbeek openleggen, maar wel met een terrassenstructuur die opklimt naar de straat en met veel groen, met een place draszone, laten we zeggen een ondiepe waterpartij, die dus toch een beeld geeft van een enorme breedte van het water hier. Wij willen als Vlaamse Milieumaatschappij ook sterk inzetten om de mensen op een positieve manier terug in contact te brengen met water. Een verhaal te vertellen dat niet alleen is, je moogt dat niet, je moet dit, maar ook dat zij hun waterlopen terug leren kennen. En dat is juist hier wat we in Waregem eigenlijk willen doen. En de bedoeling is dat langs de Zuiderlaan over een dikke 200 meter de waterloop ook effectief wordt heraangelegd, opengelegd, dat de mensen hem kunnen zien, zoals je dat ook op het jeugdeiland en dergelijke kunt.
Wel, we zijn hier stroomopwaarts van het kasteel in de poort van de hippodroom, waar dat je de Gaverbeek nog ziet. Ik zal niet zeggen in zijn oude glorie, maar toch in de hedendaagse glorie van nog altijd een open waterloop. Die, zoals u wel zult bevestigen, er veel beter uitziet dan een betonnen ondergrondse koker. U zult het met mij eens zijn, een ondergrondse koker heeft geen biodiversiteit. Hier ziet je natuurlijk tenminste al een natuurlijke oever, een groene oever. Natuurlijk is dat niet schitterend. Je ziet de schanskorf zitten, dat is natuurlijk ook wat nodig als versteviging van een oever, want hij is niet altijd zo braaf. Hij kan dus een paar meter stijgen en hij begint dan natuurlijk de oevers te eroderen. Maar we gaan zeker bekijken om die oevers platter te leggen, natuurlijker te leggen, zodanig dat er wat meer dynamiek in komt. Die opwaardering van de Gaverbeek en zijn zijloop hier aan het jeugdeiland gaan we dus ook aanpakken met de stad. Daar wordt ook een concept van gemaakt met een vlonder langs de waterloop, een fietspad dat dichter bij de waterloop is. Meer beleving, meer aandacht. Vragen van mensen op hun patrimonium om waterlopen, die ook opwaarderen, die oude leuningen en dergelijke weg, dat het ook wat frisser is. Dat is hier zeker ook een van de speerpuntprojecten die we met de stad willen doen in de toekomende jaren. Een heel mooi project dat ons naadloos brengt bij ons laatste thema, ruimte voor water. Welkom aan Valérie Grimbert, directrice Lys Sans Frontières, al sinds jaren eigenlijk pionier bij het uitwerken van ecotourisme in de Leienstreek. En Maarten Heijzen, stedenbouwkundige en verbonden aan de Universiteit KU Leuven binnen de faculteit Architectuur. En sinds jaar en dag ook betrokken bij de blauwe ruimte van de Eurometropool. We starten bij jou, Maarten. Je kent het project de Gaverbeek vrij goed. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Ja, tuurlijk. De Gaverbeek loopt onder andere door Waregem en is een van die heel belangrijke beken in de grote regio Kortrijk. Maar een beetje contradictorisch, die beek is ook onzichtbaar. Die loopt door de stad, maar is eigenlijk niet te zien. En de meeste mensen van Waregem weten die zelfs niet zijn. Als je hen vraagt waar is de beek, kunnen ze niet terugvinden. Het project van de Gaverbeek heeft niet alleen als doel om die beek terug zichtbaar te maken in de stad, maar op hetzelfde moment ook ecologie, de biodiversiteit van het water te gaan verbeteren. Meer ruimte te geven voor water, ook bij overstroming, dat daar meer buffercapaciteit ontstaat. En eigenlijk op die manier een soort van groen-blauwe ader doorheen de stad te gaan vormen. Ja. Kan je ons ook vanuit je expertise vertellen hoe jullie vanuit de academische wereld werken met de studenten rond water in ons grensoverschrijdend gebied? Want dat doen jullie wel vaker. Ja, het is zeker niet het eerste jaar dat we met studenten werken op de blauwe ruimte. En wat wel heel specifiek is aan studenten, die zijn in opleiding, ja, dat is studeren uiteindelijk. En die leren eigenlijk ontwerpen, die leren nadenken over. Dus je kan hen niet vragen om een project te maken, maar je kan hen wel mee betrekken in het nadenken over iets. En dat is ook wat we al een aantal jaren aan het doen zijn. We stellen hen eigenlijk een aantal vragen en samen met hen gaan we op ontdekking. We stellen de vraag, wat is de blauwe ruimte voor mensen, voor de inwoners? Wat is de blauwe ruimte voor jou? En hoe kunnen we eigenlijk gaan nadenken over een soort van nieuwe toekomst voor die blauwe ruimte? Hoe kunnen we eigenlijk de fantasie gaan prikkelen, eigenlijk een soort van nadenken over, eigenlijk iets gaan maken die er nu nog niet is. En dat doen we met die studenten. Fantastisch. Nous allons poursuivre l'échange donc avec Valérie. Bonjour Valérie. Voilà, quel est finalement dans cette reconquête de l'eau l'objet et l'objectif finalement d'allier à la fois loisirs et tourisme? Est-ce que c'est important pour Lys Sans Frontières? L'eau a une place prépondérante dans la vie de l'association Lys Sans Frontières, puisqu'on assiste maintenant depuis plusieurs années à une véritable reconquête du canal. Non seulement les habitants, mais aussi les plaisanciers, les touristes, les excursionnistes se sont réappropriés l'eau, mais également le proche environnement de la voie d'eau. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une augmentation des activités fluvestres, ce qu'on appelle le slow tourisme. Donc oui, effectivement, slow tourisme, c'est ça? Oui, le slow tourisme, c'est prendre le temps. C'est un nouveau mode de vie, un nouveau concept qui est de profiter de l'instant présent, de profiter du cadre de vie, d'observer la nature. Et justement, ces dernières années, les pouvoirs publics ont beaucoup travaillé à la réhabilitation des chemins de halage en véloroute, en chemins liés à la balade à pied, mais aussi à vélo. On a beaucoup de véloroutes, mais aussi d'eurovélos, et qui attirent le grand public. Et ça, c'est relativement nouveau. Il suffit de voir le monde qui fréquente ces chemins bord à voie d'eau pour se rendre compte qu'il y a un véritable engouement du public. On vient aussi au bord de l'eau pour pratiquer le jogging, pour effectuer un parcours sportif.
mais aussi on peut développer au fil de l'eau des activités nautiques comme le canoë-kayak, le paddle. Il y a vraiment un engouement du public pour ces nouvelles activités. Donc nature, biodiversité et tourisme, c'est un trio gagnant pour c'est votre territoire ? Intimement lié. Et d'ailleurs, la vallée de la Lys, elle a fait le pari de travailler sur l'écotourisme, de proposer au public une éducation à l'environnement par des nouveaux produits qu'on a insufflés, des balades en canoë-kayak sur des becs dans des zones IF où on montre aux jeunes et aux adultes qu'il y a des nids, qu'il faut préserver ces nids, qu'il faut préserver la nature qui nous entoure. Et justement, si les gens aiment se promener le long de la Lys, c'est aussi pour admirer l'envol du martin pêcheur, le passage du héron, observer le foulque macroule. Et tout cela fait que ce sont des richesses pour le territoire. D'ailleurs, il suffit d'aller par exemple sur l'îlot d'Elio d'Erquinghem, vous allez voir que la nature elle est présente, on a des chevreuils, on a des couleuvres qui se baladent le long de la Lys. Et c'est aussi pour cette nature que le public vient au bord de l'eau. Un tout grand merci en tout cas pour vos explications sur notamment ce lien entre biodiversité, nature, mais également aussi tourisme. Merci. We zijn aan het einde van onze uitzending in het kader van de Wereldwaterdag rond het thema die wij aankaarten met onze personen, onze experten die ons helpen en die ons blijven helpen om verder werk te maken van deze blauwe ruimte. Loïc? Ja, donc nous n'arrêtons pas là, effectivement il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu, notamment le Carré Bleu Bike Tour qui se déroulera donc le 26 juin prochain le long effectivement des berges de l'Escaut. C'est 90-90 km de pistes cyclables que vous pouvez déjà pratiquer et qui ont été jalonnés par des carrés bleus bien évidemment pour vous guider, mais également les balades, ce qu'on appelle les Blue Walks, donc les balades bleues qui se dérouleront donc de juin à septembre prochain, qui seront aussi l'occasion de découvrir notre plus-value que représente l'eau, que ce soit à pied, en famille ou en bateau ou avec effectivement un verre en main pour les balades gourmandes, mais également aussi la fête de l'Eurométropole qui se déroulera donc les 20, 21 et 22 mai prochains et qui seront aussi un moyen de faire la fête dans notre Eurométropole. L'Eurométropole, ce n'est pas que effectivement des problématiques, mais c'est aussi beaucoup de convivialité et beaucoup d'échanges culturels. Et donc on vous remercie encore beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui pour cette journée mondiale de l'eau qui sera encore fêtée, je l'espère, très longtemps au sein de l'Eurométropole. Merci. Tot binnenkort.